Bonjour. Alors dans cette vidéo, on va voir un chapitre qui est plutôt court par sa longueur, mais qui a une portée physique qui est absolument gigantesque. Donc c'est le chapitre sur les bases de la physique quantique. Alors vous avez déjà vu, et on décrira plusieurs expériences qui l'attestent, que lorsqu'on cherche à décrire le comportement de particules élémentaires, eh bien on ne peut pas se cantonner à un seul aspect de ces particules. Il faut absolument considérer le fait que, en fait, une particule élémentaire peut présenter deux aspects complémentaires, qui est un aspect corpusculaire et un aspect ondulatoire. Alors, c'est un petit peu comme une personne qui peut avoir deux personnalités très différentes, et selon les situations, selon les conditions, eh bien, elle va plutôt présenter la première personnalité ou plutôt la seconde. Donc, par exemple, on imagine un garçon, un gros dur, lorsqu'il est avec ses copains, il est là, ouais, il fait le gros dur. Et puis, il suffit de lui présenter un petit chien, un petit chiot, là, puis, oh, qu'est-ce qu'il est mignon, j'en veux un comme ça. Donc voilà, avec ses copains, il a plutôt la personnalité corpusculaire, on va dire, alors que quand il est devant un petit animal, il a plutôt l'aspect ondulatoire. Donc c'est la même personne, mais selon les situations, il présente plutôt un aspect que l'autre. Donc pour les particules, c'est pareil. Toute particule élémentaire va avoir un aspect corpusculaire, donc qui nous semble entre guillemets le plus intuitif, mais il va également avoir un aspect ondulatoire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que une particule élémentaire, lorsqu'elle est, on va dire, tranquille, lorsqu'elle n'interagit avec rien, eh bien c'est plutôt l'aspect ondulatoire qui va prévaloir. Alors que dès que cette particule rentre en interaction avec autre chose, eh bien là, elle va se matérialiser. L'interaction va faire que, eh bien, on va voir son aspect corpusculaire. Alors, vu que ce sont uniquement deux aspects de la même chose, l'aspect ondulatoire et l'aspect corpusculaire, eh bien, il y a des liens entre les grandeurs caractéristiques de chaque aspect. Ces liens sont au nombre de deux. Donc d'abord, il y a le lien entre l'énergie qui est soit caractéristique d'une particule, soit caractéristique d'une onde. Donc ici, E est l'énergie de la particule, enfin de l'aspect particulière. Et ici, nu, c'est la fréquence associée de l'onde. Et donc la fréquence associée de l'onde d'une particule d'énergie E, eh bien, ne peut pas être n'importe quoi. On a la relation E égale à H fois nu la fréquence. Donc ici, H, c'est ce qu'on appelle la constante de Planck, donc qui est vraiment une constante fondamentale, c'est la constante caractéristique du monde microscopique. Sa dimension, donc puisqu'ici on a une énergie dont l'unité est le joule, et ici une fréquence dont l'unité est le hertz, donc la seconde moins 1. Donc l'unité de H, ce sont des joules divisés par des secondes moins 1, donc des joules secondes. En termes de dimension, eh bien, on peut faire une petite analyse dimensionnelle rapide. Donc la dimension de H, c'est la dimension de l'énergie sur la dimension de la fréquence, c'est-à-dire la dimension de l'énergie. L'énergie, par exemple, on peut dire que c'est égal au travail d'une force, donc c'est une force fois une distance, ou non, encore plus simple, E égale mc2, donc une énergie, c'est une masse fois une vitesse au carré, voilà, puisqu'une vitesse, c'est une longueur sur un temps. Et donc 1 sur nu, c'est un temps. Donc la dimension de H, c'est une masse fois une longueur au carré divisée par un temps. Et donc l'unité, dans les unités habituelles, c'est le joule seconde. Voilà, donc connaissant l'énergie d'une particule élémentaire, on peut en déduire la fréquence associée, ou vice-versa, connaissant la fréquence de l'aspect ondulatoire, on peut en déduire l'énergie de la particule associée. Et donc le coefficient de proportionnalité, c'est H. Ensuite, seconde relation entre les grandeurs caractéristiques donc de chaque aspect, ça va être la relation entre la quantité de mouvement de la particule, qui est, vous l'avez vu en terminale normalement, P égale m fois v en mécanique classique, donc c'est un peu plus compliqué en relativité. Eh bien, cette quantité de mouvement, elle est égale à h bar k, donc k étant la pulsation spatiale qu'on a déjà vue, donc c'est 2pi sur lambda. Ce qui fait que lorsque je fais
quand j'exprime P en fonction de la longueur d'onde, eh bien on va avoir H sur lambda, avec bien sûr H qui va être égal à 2pi fois H bar, donc H bar est égal à H sur 2pi, pour que donc ça soit vérifié. Donc si on préfère exprimer la vitesse, eh bien on va avoir, puisque P égale mv, on va avoir la vitesse de la particule, elle est égale à la constante de Planck sur la masse de la particule fois la longueur d'onde de l'aspect ondulatoire. Et donc ce qu'on voit ici, c'est que si la vitesse augmente, eh bien la longueur d'onde diminue et vice-versa. Donc pour avoir une grande longueur d'onde, il faut avoir une petite vitesse et vice-versa. Alors ces relations étant présentées, on va regarder un exemple tout bête. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a déjà fait le cours sur les ondes, et donc vu que n'importe quelle particule élémentaire a un aspect ondulatoire, eh bien on va pouvoir appliquer tout ce qu'on a vu pour les ondes aux particules élémentaires, donc par exemple interférence, diffraction. Donc par exemple ici, essayons de faire passer un proton à travers un trou. Donc avec l'aspect corpusculaire, ça a l'air tout bête. Il suffit que le proton soit entre les deux murs ici, eh bien il va passer. Et il va continuer tout droit, s'il passe. Alors sauf que dans la réalité, ça ne va pas se passer exactement comme ça, parce que si on prend l'aspect ondulatoire, eh bien en fait on a ici typiquement la situation de la diffraction qu'on a vue. Donc là on a une onde associée au proton qui se déplace. Alors pardon, ici c'est pas le vecteur P, c'est le proton. Voilà, et donc cette onde qui a une certaine longueur d'onde, eh bien elle va avoir tendance à se diffracter, à être diffractée. Et on a vu que la majorité de l'énergie va être diffractée dans un cône principal, dont le demi-angle d'ouverture, θ, est donné par sinus θ est égal à lambda sur A. Du coup, essayons de voir l'implication que ça a sur le proton. Et regardons notamment quelle est la condition sur la vitesse du proton pour que on puisse détecter le proton à des endroits qu'on n'aurait pas prévus avec la mécanique classique, c'est-à-dire tout droit. Donc avec la mécanique classique, on aurait dit forcément si le proton passe à travers ce trou, eh bien on le trouvera quelque part ici. Mais ici, la mécanique quantique nous dit qu'à cause de la diffraction de l'onde associée, eh bien j'aurai des chances de trouver le proton, par exemple ici, par exemple ici. Alors non, pas ici, puisque justement l'hypothèse que j'ai faite, c'est que tout se passait uniquement dans le cône principal. Donc là, j'efface, mais plutôt ici, par exemple, ou ici, etc. Donc regardons la vitesse nécessaire pour que θ ne soit pas trop proche de 0. Par exemple, on va regarder la vitesse nécessaire pour que sinus θ soit égal, en ordre de grandeur, à 0,1. Voilà, donc c'est ni très important, ni très petit. Voilà, c'est juste pour avoir une idée de la vitesse. Donc pour savoir ça, il va falloir que j'utilise donc l'aspect ondulatoire du proton. Et donc je vais avoir besoin de la longueur d'onde, puisqu'elle est ici. Donc la longueur d'onde, elle est donnée par la seconde relation, P égale H sur lambda. Donc on a P, c'est-à-dire mv, est égal à H sur lambda. Donc lambda est égal à H sur la masse du proton fois sa vitesse. Donc il suffit de remplacer lambda par H sur mv et on obtient H sur A mv est à peu près égal à 0,1. On en déduit la vitesse,
elle doit être à peu près égale à h sur 0,1 à mv. Donc on a fait l'hypothèse que A était égal à 1 mm. Donc on va faire le calcul en ordre de grandeur. Donc H, c'est 6,6 10-34, je vais simplifier après. Divisé par 10-1, donc le 0,1. A, c'est 10-3. La masse, c'est 10-27. Pardon, j'ai mis la vitesse, c'est n'importe quoi. Voilà. Donc ici, j'ai moins 31. Ce qui fait une vitesse de l'ordre de 6 ou 7 ou 5, on s'en moque, 10-4 en mètres par seconde. Donc il faut que le proton aille à une vitesse de l'ordre du millimètre par seconde. Or, cette vitesse, elle est quasiment impossible à obtenir à on va dire dans des conditions normales, parce que n'importe quelle particule, à partir du moment où elle a une température qui n'est pas très très proche du zéro absolu, elle va avoir des vitesses qui vont être plutôt de l'ordre du kilomètre par seconde ou encore plus haut. Donc c'est-à-dire que physiquement, sauf dans des expériences très 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 particulières, eh bien ça ne va pas être atteint. Donc ça veut dire qu'un tel proton, de manière générale, eh bien, va, dans cette expérience, se comporter plutôt comme une particule, donc comme un corpuscule. On va pouvoir négliger l'aspect ondulatoire. Mais attention, dans le cas général, ce n'est pas le cas, il faut le vérifier. Alors maintenant qu'on a précisé ces deux relations donc, qui permettent de faire le passage entre ondulatoire et corpusculaire, eh bien, on va parler de l'interprétation probabiliste. Alors en fait, l'onde qui est associée à la particule, on va l'appeler fonction d'onde, phi. Et donc vu que c'est une onde, eh bien, elle a une valeur qui a priori dépend du point M considéré et de l'instant t. Eh bien, on admet que la probabilité que la particule se matérialise au point M à l'instant t, eh bien, cette probabilité est directement proportionnelle à la fonction d'onde, ou plus précisément, au module de la fonction d'onde au carré. Alors pourquoi le module? C'est parce que, comme on le verra très très vite, eh bien, la fonction d'onde, comme beaucoup de grandeurs physiques, va être complexe. Alors ici, elle est vraiment fondamentalement complexe. Et du coup, ça n'a pas la même signification de prendre le carré ou de prendre le module au carré. Donc ici, c'est le module de la fonction d'onde au carré. Alors, par exemple, supposons que la fonction d'onde est cette tête-là. Eh bien, on voit que la fonction d'onde, elle est nulle ici, par exemple, au point que je vais noter M1. Donc ici, c'est psi en fonction, par exemple, de x. Eh bien, au point x, enfin au point M1, pardon, de coordonnées x, eh bien, on voit que phi est égal à 0. Donc, ça veut dire que la probabilité que la particule se matérialise au point M1, eh bien, elle est parfaitement nulle. Ce sera impossible de voir la particule au point M1. Si la fonction d'onde reste constante, si ça ne varie pas au cours du temps. Au contraire, eh bien, on voit que ici, en M2, ou ici en M3, ou ici en M4, eh bien, en valeur absolue, la fonction d'onde vaut la même chose. Et c'est le maximum en valeur absolue. Donc ça veut dire que la probabilité pour trouver la particule, pour qu'elle se matérialise en M2, M3 ou M4, eh bien elle est max. Donc grâce à ce lien entre probabilité et fonction d'onde, eh bien on peut expliquer toutes les expériences, et notamment l'expérience avec les doubles fans de Young qu'on verra en analyse documentaire. Voilà donc qui permet de quantifier un petit peu mieux les idées sur le lien entre probabilité et fonction d'onde.
Alors pour finir, on va appliquer ça donc à un cas particulier mais extrêmement important, qui est une particule chargée qui va être confinée. On va faire ça dans une seconde vidéo.